Alors bonjour à tout le monde. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ne s'agit que de la bouffe. Et effectivement, il y a encore des chocolats. Alors ces chocolats viennent directement de Genève. Et ceux-là, il faut aussi les gagner. Normalement, je fais des exposés en anglais avec des transparents en anglais. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je fais un effort. Mais j'en suis sûr qu'il y a des fautes de frappe sur les transparents. Alors si quelqu'un trouve une faute de frappe français, il peut venir après l'exposé et il gagne un chocolat. Et si vous trouvez une faute de maths, c'est 3 chocolats. Alors les chocolats sont là. Alors, mon sujet, c'est les maths appliquées. C'est les maths appliquées. Et je vais vous montrer quelques exemples que j'ai rencontrés dans la vie pour vous montrer comment j'utilise des maths pour comprendre comment notre monde fonctionne. Alors le premier exemple date d'il y a 1 an. J'étais ici au CIRM comme cher Morlaix et je suis venu exceptionnellement en voiture. Et j'avais l'habitude en France de prendre l'essence qui est à côté du gasoil. Alors c'est ça que je prenais parce que c'était le moins cher. Et par instinct, j'ai continué de faire comme ça. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait le plein. Et la voiture a commencé à tousser énormément. Après quelques kilomètres, ça ne voulait plus monter. Il y avait des témoins rouges qui s'affichaient partout. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais un collègue qui a dit « Mais tu as regardé ce que tu as mis dedans ?» Et j'ai dit bah oui, bien sûr, celui qui est à côté du gasoil. Et après, on est allé regarder. Et malheureusement, entre-temps, ça avait changé en France. À côté de jaune diesel, là, il y avait un autre truc que je ne connaissais pas, mais je n'avais pas fait attention. J'ai pris. Et c'était un super éthanol. Et après, je me suis renseigné, un super-éthanol, c'est de l'alcool, en fait. Et ma voiture, elle n'apprécie pas beaucoup l'alcool. Et elle ne montait plus, elle avait des problèmes. J'ai contacté un garagiste, il a dit, oui, c'est pas trop grave. Le garagiste en Suisse, il ne savait pas quoi faire, ça n'existe pas en Suisse. Il a dit, ouais, vous pouvez continuer à rouler, vous allez perdre toute la puissance, mais si vous arrivez à rouler et vider le réservoir comme ça, c'est beaucoup moins cher. Il faut juste remplir avec d'autres carburants et essayer de tenir. Et la voiture a tenu. Mais après, j'ai constaté autre chose. J'avais une deuxième demi-année à Paris, après Marseille, et j'ai constaté que ma voiture utilise plus de carburant en France qu'en Suisse. Et après, je me dis, mais c'est évident, parce qu'ils mettent même dans ce carburant que je prends normalement, ils mettent de l'alcool maintenant en France, et en Suisse, non. Et je me suis dit, c'est juste pour... ça fait aucun effet pour le moteur, c'est juste que j'utilise plus maintenant. Et c'était beaucoup plus. C'était 7,9 litres pour 100 km et 6,4 litres en Suisse. C'est 1,5 litre de plus. C'est quand même beaucoup. Et après, une fois, quand je suis rentré de Paris en Suisse, j'ai fait encore le plein juste avant la frontière. Et j'ai constaté, en Suisse, j'utilise quand même 6,4 litres pour 100 km. Alors, ça ne pouvait pas être le carburant. Alors, qu'est-ce que c'était ce truc, hein? Je parlais à mon fils, il a dit non, je ne sais pas, non. Peut-être ça monte vers Paris tout le temps, mais je monte et je descends, alors c'était pareil. Et après, je me suis dit, je vais faire une expérience scientifique, je vais mesurer. Et avec les voitures d'aujourd'hui, on peut mesurer, ils sont des témoins qui vous disent. Et j'ai roulé 90 km à vitesse 90 pendant 100 km sur l'autoroute, après à 110 pendant 100 km, et à 130 pendant 100 km, et j'ai mesuré combien de carburant la Scénic a pris. Et c'est ça le tableau que j'ai trouvé. À 90 km, ça prend 4,9 litres. À 110, ça prend 5,8. Et à 130, ça prend 7,5. Alors, ce n'était pas le carburant, en fait. C'est la vitesse quand on roule qui détermine énormément ce carburant. Et là, j'avais un souvenir en physique. J'avais vu, en fait, les voitures, quand vous roulez vite, elles se battent contre le vent. Il n'y a plus rien qui est important. C'est juste la résistance du vent. Vous vous battez contre un mur de vent. Et il y avait une loi physique qui disait que c'est quadratique. Le plus vite vous allez, le plus de carburant vous avez besoin, mais c'est quadratique. C'est horrible. Et je me suis dit, maintenant j'ai 3 points, je peux dessiner. Alors j'ai dessiné. Et ça m'a donné ça. Là, vous avez la vitesse à laquelle je roule. Là, c'était la consommation de carburant. Et là, j'avais 90. Et là, j'avais 110. Et là, j'avais 130. Et vous vous rappelez, j'avais utilisé 7,9 en France, et j'ai pu constater que je roulais à 135 en moyenne.
Vous voyez, parce que je consomme sur cette courbe. C'est parfaitement sur une courbe rouge quadratique, en fait. Ça marche parfaitement. C'est exactement la loi physique. Et en Suisse, je roulais à 120 parce que j'utilisais 6,4 litres. Alors cette loi, elle est parfaitement respectée. Et imaginez-vous si vous êtes en Allemagne. Là, vous roulez à 200. Vous êtes à 200. Vous utilisez 20 litres pour 100 km. Ça, je n'ai pas encore essayé, mais je vais l'essayer, ça. Mais peut-être pas sur 100 km. Parce que ça, c'est quand même extrêmement cher. C'est fou, c'est fou. C'est 4 fois plus. Hein. Bon, c'est vrai, on va un peu plus vite. Ça veut dire le temps de trajet, si vous roulez lentement, est beaucoup plus long que quand vous roulez vite. Mais je pense que ça ne vaut pas la peine d'utiliser tout le carburant juste pour vous battre contre le vent. Il ne faut peut-être vraiment pas le faire. Il faut peut-être rouler dans cette zone-là. Parce qu'après, on ne gagne plus beaucoup, là. Vous voyez. De 0 à 100, à peu près, hein, si vous roulez régulier, c'est à peu près pareil. C'est après que ça prend. Alors ça, c'est un premier exemple où des maths simples étaient extrêmement utiles. Là, je vais vous montrer un deuxième exemple. C'est un exemple qui vient d'un show des États-Unis qui s'appelle Let's Make a Deal. Et on pouvait gagner une voiture, de nouveau une voiture. Et là, c'était une Ferrari, une belle voiture. Et normalement, il y a plein de questions à répondre. Et les candidats qui arrivent jusqu'au bout, l'animateur, il dit, là, vous avez presque gagné la voiture. Il faut encore une dernière question. Dernière question à répondre. La voiture est cachée derrière une de 3 portes. Il y a 3 garages. Derrière une des portes, il y a la voiture. Et derrière les 2 autres, il y a un chèvre. Il n'y a rien d'intéressant. Et il faut choisir. Et si on fait le bon choix, on l'a, la Ferrari. Et si on rate, tant pis, on a un chèvre. Et là, c'est un peu dur. Et les candidats, normalement, ils font un choix. Ils prennent une porte. Par exemple, ils prennent 1. Et après, l'animateur dit « Oui, bon, allez-y, ouvrez. » Mais attendez un instant. Je vous donne encore une petite aide. Je vous dis derrière laquelle des autres 2 portes, il n'y a pas de Ferrari. Et ça, on peut toujours faire, parce que la Ferrari est soit là, ça là. Ça veut dire que si on choisit cette porte, il y a toujours une porte où il y a une chèvre. Et dans cet exemple-là, il va ici et dit, regardez, là, il n'y a pas de Ferrari. Alors maintenant, c'est la Ferrari est soit là, soit là. Et le joueur, il a choisi ça. Et maintenant, il y a le dilemme, est-ce que le joueur, il insiste de garder cette porte parce que l'animateur dit, vous pouvez encore changer maintenant si vous voulez. Ouais. Eh bien oui, vous connaissez déjà le problème. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Et ce qui est intéressant, c'est que ça pose un problème à beaucoup de cerveaux. Comment comprendre que c'est mieux de changer? Et là, déjà dans les années 90, il y avait un petit article de Marilyn Vos-Savant, Ask Marilyn, ça s'appelait. Et elle a répondu, elle a dit The contestant should switch to the other door. Under the standard assumptions, the switching strategy has 2/3 probability of winning the car, while the strategy of sticking with the initial choice has only 1/3 probability. Il faut changer. Mais les gens, ils ne croyaient pas. Les gens qui ont lu ça, ils ont écrit des lettres. Il y avait 10 000 lettres qui étaient envoyées par des lecteurs et à peu près 1000 qui avaient un doctorat qui disaient que ce n'était pas juste ça. Parce que c'est quand même difficile à raisonner. On comprend mal comment cette probabilité s'ajoute sur une porte. Et il y a même Paul Erdős, c'est un des mathématiciens les plus célèbres du dernier siècle, qui n'avait même plus de logement. Il vivait dans des centres de maths comme le CIRM et dans des universités. Il travaille avec énormément de monde. Il n'y croyait pas. Il n'était pas convaincu par les explications de probabilité pourquoi il faut changer, non. Et ils l'ont convaincu, ça j'ai lu la semaine dernière, par une simulation d'ordinateur. Et après, il y a cru. Alors, comment est-ce qu'on trouve une réponse comme ça si les probas, ce n'est pas votre truc fort, si vous avez accès à un ordinateur? C'est très facile. Hein. Vous faites jouer ce jeu 100 fois. Vous regardez qui gagne, vous comptez, et après vous savez. Alors, j'ai fait un programme. Quand j'étais dans l'avion, la semaine dernière, je rentrais de Dresden. Et c'est très simple à programmer un tel problème. Vous mettez un compteur pour le joueur 1 et pour le joueur 2. Et là, vous avez compté qui gagne.
Et après, vous faites 100 fois ce jeu. Alors d'abord, il faut tirer deux nombres aléatoires, un nombre où il y a la Ferrari et un autre nombre pour le joueur qui a choisi une porte. Ces deux nombres aléatoires, 1, 2, 3. Alors ça, c'est dans cette variable x. Il y a dans la première où se trouve la Ferrari et dans la deuxième où est le joueur. Et après, il y a un calcul assez compliqué à faire là pour comprendre quelle porte l'animateur peut ouvrir, parce que ça dépend d'où est la Ferrari, de ce qui a été choisi. C'est assez compliqué, mais ça se fait. Et après, j'ai décidé de jouer le jeu en même temps avec deux joueurs. Et là, on va comprendre quelque chose, et c'est par hasard que je fais comme ça. Alors, j'ai un joueur qui ne change pas, qui s'appelle P1. Alors lui, il garde la porte qu'il avait choisie. Il y a l'autre joueur qui change la porte. Et de nouveau, c'est un calcul un peu compliqué pour savoir quelle porte il peut prendre, parce que l'autre avait ouvert une porte entre les temps. Mais ça se calcule. Et après, je compte. Si le premier joueur gagne, il a gagné une fois de plus. Et si le deuxième joueur gagne, lui, il a gagné une fois de plus. Et à la fin, j'affiche le résultat. Et ça, j'ai programmé dans l'avion. Ça se programme ultra rapidement. Je vais faire tourner et je vous montre ce que ça donne. Alors là, vous arrivez à voir ça en haut. Oh, c'est un peu petit. Je zoome. C'est pas ça. Alors ça, c'est ce petit programme. Je fais tourner et je joue 100 fois et j'obtiens 18 et 82. Ça, c'est celui-là qui a joué et changé, et celui-là n'a pas joué, et pas changé. Alors j'ai fait 100 fois, je fais encore une fois 100 fois. Encore une fois 100 fois, 100 fois, 100 fois. Vous voyez, ça fait à peu près un tiers, deux tiers. Alors vous aviez raison, il faut changer. Mais vous constatez une autre chose. Si vous regardez ces deux nombres ont une propriété. Est-ce que vous arrivez à voir? Je fais encore un. Je fais encore un. Je fais encore un. Oui? Oui, absolument. Vous voyez, ça j'ai juste vu dans l'avion, je n'ai même pas réfléchi. J'ai vu la somme des deux, ça fait 100. Vous faites encore une fois. Alors la somme fait 100. Mais c'est évident, parce que c'est soit celui qui change qui gagne, soit celui qui ne change pas qui gagne, parce qu'il n'y a que deux portes. Ça veut dire que la somme, c'est toujours 100. Ça veut dire que mon programme calcule beaucoup trop. Je n'ai pas besoin de calculer les deux. Si je calcule un, je sais automatiquement ce que fait l'autre. Alors si je calcule seulement le premier, par exemple, parce que vous vous rappelez, il y avait un truc qui était pas très pratique. Là, trouver l'autre, là, trouver quelle porte l'autre. Je peux éliminer tout ça, je n'ai pas besoin de calculer ça. Alors mon programme, il se simplifie énormément. Je calcule juste le premier, et je compte juste le premier, parce que le deuxième, de toute façon, c'est 100 moins le premier. Mais maintenant, le problème a disparu aussi. Vous voyez, la seule chose que je vérifie, je tire un nombre aléatoire, 1 sur 3, et je regarde est-ce que c'est 1, 2 ou 3. La probabilité, forcément, c'est un tiers. Parce que le programme n'est même plus là. Il n'y a plus rien dans le programme. Je n'ai même plus besoin de programme. Je peux enlever le programme, je sais que c'est un tiers. Et là, j'ai vraiment compris la raison pour laquelle c'est un tiers et deux tiers. Il n'y a pas besoin de ce programme. Et après, je regarde ici sur Internet, il y a je ne sais pas combien de programmes, je pense qu'il y a encore la page web quelque part, qui font ça. Et il n'y a aucun programme qui a fait comme moi par hasard. Là vous pouvez regarder, là c'est les programmes pour ce problème qui s'appelle le Monty Hall Problem. Et oui, il y a je ne sais pas combien de programmes compliqués, longs, élégants, moins élégants, mais tous les programmes simulent le problème. Et une fois que vous avez vu que la somme fait 100, vous n'avez plus besoin. Et vous avez vraiment compris, c'est un tiers, deux tiers. Ça, je trouve vraiment magnifique. C'est la semaine dernière dans l'avion que j'ai vu par hasard. Alors, je passe à un troisième problème, qui est un problème qui m'intéressait quand j'étais jeune, c'est le billard circulaire. Normalement, les jeux de billard se jouent sur une table rectangulaire,
Mais là, je prends une table circulaire et j'ai deux boules, une rouge et une bleue. Et je veux tirer la rouge dans une direction telle qu'elle se réfléchit exactement une fois sur le bord et après, elle doit trouver la bleue. Alors, question c'est dans quelle direction il faut tirer pour qu'elle réfléchisse exactement une fois et trouve la bleue. Il y a une loi de réflexion. L'angle incident et l'angle de réflexion doivent être le même. Alors, il y a combien de solutions si vous regardez? Oui, peut-être il y en a une là, non? Et peut-être une là. Mais est-ce qu'il n'y a que deux? Est-ce qu'il y a plus? Il y a peut-être 4, hein? Il y a peut-être plus. Alors je me suis dit, je vais calculer, parce qu'on apprend la trigonométrie, on écrit les équations. Là, il y a l'angle incident, l'angle de réflexion. Ces angles doivent être les mêmes. Moi, j'ai un θ, je peux bouger le point avec un θ, je calcule, je trouve une formule. Ça, c'est l'angle d'incident, ça, c'est l'angle de réflexion. Si la différence est nulle, j'ai les mêmes angles, ça doit être une solution. Mais là, on ne comprend plus grand-chose, parce qu'il y a un peu trop de cosinus dedans, des θ et tout. Alors, j'ai décidé de dessiner. Parce que je dessine, chaque fois, pour chaque θ où ça, c'est 0, j'ai une solution. Alors, j'ai dessiné. Et ça me donne le f de θ, là. Alors, il y a 4 solutions que j'ai dessinées là. Alors, il y a effectivement une solution là. Il y a une solution là, mais il y a encore une là. Il y a encore une là. Et il y en a 4. Et après, j'ai encore monté, il y a encore 2 là. Et qui s'en sont ajoutés à cause de mes calculs qui ne sont pas des vraies solutions. Alors, ça ne m'avance pas beaucoup. Maintenant, je peux calculer les solutions, mais je n'ai pas compris le problème. Ouais. Oui, exactement. Tout ce calcul ne me permet pas de le savoir. Si je fais un autre exemple, peut-être il y a 6, peut-être il y a 8. Ah, il faut une autre idée. Et là, j'ai réfléchi, et j'ai trouvé, en fait, si la table était une ellipse, et si on mettait dans l'ellipse, dans chaque foyer, une boule, là, vous pouvez tirer dans n'importe quelle direction, ça va marcher, parce que c'est la définition de l'ellipse. Ça va toujours d'un foyer dans l'autre. Ça veut dire la table elliptique, vous pouvez tirer dans n'importe quelle direction. Et après, je me suis dit, je pourrais peut-être juste mettre une petite ellipse autour de mes deux boules et la faire grandir. Et quand elle touche le cercle, si je tire dans cette direction, la réflexion du cercle et de l'ellipse va être pareille, parce que je touche. Et quand j'ai fait ce dessin-là, j'ai commencé à comprendre mieux. Vous voyez, là, j'ai mis l'ellipse avec les foyers des deux boules, une ellipse, et quand l'ellipse touche tangentiellement le cercle, là, je sais qu'il y a une solution. Parce que si je tire là, même si je ne réfléchis pas sur l'ellipse, mais sur le cercle, ça va être exactement pareil. Et maintenant, je peux commencer à comprendre combien de solutions il y a. Et il y a 2 cas à distinguer. Si les boules sont très éloignées, l'ellipse, elle est très plate. Alors, si je commence à agrandir l'ellipse, elle va toucher une fois à gauche. Après, j'agrandis, elle va toucher à droite. Après, j'agrandis encore, elle va toucher en bas. Et j'agrandis encore, elle va toucher en haut. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir plus de 4 solutions. Parce que chaque fois, c'est une ellipse. Je ne peux pas avoir plus que 4 solutions. Et maintenant, je sais, l'autre formule ne m'a pas servi à ça, mais maintenant, je sais, il y a 4 solutions. Et si les boules sont proches, mon ellipse est presque un cercle. Ça veut dire que ça ne peut plus toucher 4 fois. Là, ça va toucher seulement 2 fois. Ça veut dire qu'il y a des cas où il y a seulement 2 solutions, il y a des cas où il y a 4 solutions. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a 2 solutions qui disparaissent en fonction de la position des boules. Après, je me suis dit, je vais écrire les formules pour ce problème-là. Et magnifique, ça donne un polynôme de degré 4. Et maintenant, même mathématiquement, je sais qu'il n'y a que 4 solutions possibles parce que les polynômes de degré 4 ne peuvent pas avoir plus de 4 racines. Alors, je me suis dit, je veux comprendre en fonction de la position comment ces 2 solutions disparaissent. J'ai fait une expérience numérique avec l'ordinateur, exactement comme avant pour le jeu. Alors, j'ai placé une boule ici, et j'ai placé l'autre boule n'importe où,
Et en dépendance du nombre de solutions, j'ai mis une couleur. Et dans la partie sombre, il y avait 2 solutions dans la partie sombre. Et dans la partie blanche, il y avait 4 solutions. Et là, vous voyez, sur cette frontière-là, il y a 2 solutions qui disparaissent. Alors si je place une boule là et l'autre là, et je traverse cette frontière-là, on passe de 2 solutions à 4 solutions. Et après, je me suis dit, mais cette courbe, ça, j'ai déjà vu quelque part. Alors j'ai essayé de la calculer. Et ça se calcule. Et elle est très jolie, ça dépend de où il y a une boule. Si la boule est là, c'est cette courbe bleue. Si la boule est plutôt là, c'est cette courbe bleue. Si la boule est plutôt là, c'est cette courbe bleue. Et on peut la calculer. On calcule, on trouve, on peut dessiner. Mais cette courbe, je l'avais déjà vue quelque part. Alors, où est-ce que j'avais vu cette courbe? Je l'avais vue dans une tasse. Et je ne sais pas si vous avez regardé dans les tasses. C'est un cœur, en fait. Alors, si vous avez un téléphone portable, je vais vous distribuer quelques tasses et je vous montre comment vous pouvez la faire apparaître, la courbe. Il faut juste distribuer un peu. Et après, vous pouvez faire passer aussi. Ouais, il faut mettre un flash. Ouais. Voilà, des tasses. Ouais. Encore des tasses. Alors, ce qu'on va faire, on va faire jouer ce jeu de billard avec le téléphone portable. Il y a une boule qui va être la lampe du téléphone. Et l'autre boule, il faut vous imaginer que vous êtes assise au fond de la tasse. Après, si vous regardez vers le haut, s'il y a 2 solutions, vous voyez 2 réflexions. Et s'il y a 4 solutions, vous voyez 4 réflexions. 4 réflexions, c'est plus de lumière que 2 réflexions. Alors, si vous faites cette expérience avec la tasse, je vais juste emprunter une tasse. Si vous placez la boule quelque part, vous voyez le cœur. Et si vous montez, vous voyez exactement cette courbe. Et la partie sombre, c'est là où, si vous étiez en bas, vous voyez seulement 2 réflexions. Et si vous étiez en haut, vous voyez 4. Ça veut dire que vous jouez le jeu de billard circulaire avec votre téléphone simultanément dans toutes les directions. Et ça, je trouvais magique. J'ai fait une photo, ça c'est une photo qui date de l'époque où j'ai découvert. Et ça, c'est devenu une de mes premières publications, il y a très longtemps. C'est devenu une publication scientifique. Alors ça, vous pouvez essayer plus tard aussi. Chaque fois maintenant, quand je bois un café, s'il y a de la lumière, on voit cette courbe. Alors je vais passer à un autre problème. Ça, c'est le problème des donuts. Et vous en avez des donuts. Et la question, c'est, si vous avez un donut qui est un tort, si vous coupez avec un couteau, combien de pièces vous pouvez faire? Et bien sûr, vous n'avez pas le droit de couper n'importe quoi, parce que comme ça, vous pouvez faire beaucoup de pièces. On a juste le droit de couper dans des coupes droites. Planaires, on dit en maths. Alors, on commence avec une pomme. Si je prends une pomme et je coupe une seule fois, je peux faire combien de morceaux? 2. Ouais. On ne peut pas faire plus. Si je coupe 3, ça fait 2. Et maintenant, vous n'avez pas le droit de bouger les pièces. Aussi pour le donut, ça va être interdit. Il faut garder comme ça. Et maintenant, je coupe encore une fois. Je peux faire combien de pièces si je coupe encore une fois? 4. Je coupe chaque morceau en 2 encore une fois. Maintenant, j'ai 4 morceaux. Et maintenant, si j'ai le droit de couper encore une fois, je peux faire combien? Oui. Parce que si je coupe comme ça, je coupe chaque quartier, je pense que ça s'appelle, encore une fois. Alors, je peux faire 8. Et c'est vrai, maintenant, j'ai 8
j'ai 8 morceaux là. Et si j'avais gardé la pomme, mais je coupe encore une fois, ça fera combien? C'est tentant 16, mais est-ce que vous êtes sûr que je peux couper encore chaque morceau vraiment une fois? Je ne peux plus, hein? Alors là, la question pour la pomme, pour les premiers 3 coupes, c'est simple. Et après, c'est déjà pas clair. Mais maintenant, on va prendre le donut. Parce que le donut a un trou. Alors, si on coupe le donut une fois, ça fait combien de morceaux? On ne peut pas faire plus que 2, hein? Mais après, il y a des... Et je voulais apporter un croissant, en fait, mais les croissants en France sont comme ça, et ça ne sert à rien. Parce que les croissants en Suisse sont comme ça. Et si vous coupez un croissant, vous pouvez faire combien de morceaux? Ah bah oui. Si on coupe comme ça, vous faites 3. Ça veut dire avec la première coupe de votre donut, il faut construire des croissants. Parce qu'après les croissants, vous pouvez faire plus de morceaux. Alors comment est-ce qu'on fait des croissants en coupant un donut? Alors j'ai dessiné, vous pouvez regarder. Il faut couper. Et maintenant, vous pouvez essayer de couper. Il faut couper en diagonale comme ça, tel que vous avez un croissant au-dessus et un autre croissant en dessous. Alors, si quelqu'un me prête son donut, je vous montre. Hein. Il faut couper en diagonale comme ça. Comme ça, vous avez 2 croissants. Je vais essayer de le faire. Là, vous voyez, j'ai fait 2 croissants. Essayez de faire 2 croissants. Il faut juste couper en diagonale pour faire 2 croissants. Alors, il y a un qui doit tenir et l'autre qui doit couper. Ouais, c'est exactement comme ça, ouais. Il faut y aller là, ouais. Courage, couper, ouais. En diagonale, oui, c'est comme ça. Il faut avoir deux croissants. Vous avez réussi, là? Bien, bravo, très bien. Excellent. Bon, là, c'est un... Oui, mais presque. OK, et maintenant, vous coupez la deuxième coupe comment? La deuxième coupe. Il faut couper chaque croissant. Oui? Bah oui, il faut couper chaque croissant maintenant en 3 morceaux. Parce que chaque croissant, c'est... on peut le couper en 3 morceaux. Alors, j'ai fait un dessin, là. Si vous coupez comme ça, vous coupez chaque croissant en 3 morceaux. Vous avez combien de morceaux après? 6. Ouais. Alors, courage, parce que ça commence à faire des miettes. Ah, maintenant, il faut couper comme ça. Comme ça. Ouais. Après, est-ce que c'est pas plus facile si on mange celui-là? Après, on va le manger, ouais. Ah, bravo, ça, c'est super bien. Bravo. Excellent. Maintenant, il faut couper comme ça. Et après, une troisième coupe. Après, avec les deux, on peut manger, ça va pas. Après, on va le manger, ouais. OK, je vais reprendre parce que la question, c'est la troisième coupe. Et la troisième coupe, je vous dis, j'ai fait parce que j'ai coupé tout ça dans ma tête pour obtenir un maximum de coupes sans donut. Et je suis arrivé à 15. Et je vous montre la solution de 15. La troisième coupe, je l'avais faite comme ça. Comme ça. Là, il y aurait des petits morceaux. Et j'ai dessiné, là. Là, vous voyez les morceaux qu'on obtient. Là, j'ai construit 6 croissants avec les premiers 2 coupes. Et maintenant, je coupe à travers chaque croissant pour obtenir un maximum de morceaux. Avec une coupe qui descend comme ça. Et là, je coupe des petites miettes là et là. Et j'ai 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et après, je me suis dit, maintenant, je prends un donut et je vérifie si c'est possible. Et ça a raté. Et ça n'a pas seulement raté parce que c'était des miettes. Elle est fausse, cette solution. Dans la tête, elle était fausse. Et qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, que c'est là, quand on fait les premiers croissants en haut, cette forme, elle n'est pas ronde. Je ne peux pas couper les deux encore à la fois. Ça veut dire que la solution est 13. 13, c'est déjà beaucoup. Après, je me suis dit, quelqu'un a dû réfléchir. Et j'ai regardé sur Internet. Et c'est surprenant. Il y a Martin Gardner. C'est presque moi. Moi, je suis Gander. Lui, c'est Martin. Moi, je suis Martin Gander. Lui, c'est Martin Gardner. Qui a publié un article dans le Scientific American qui a trouvé la formule pour les donuts. Et c'est ça, la formule. Et 13, c'est juste. Mais là, vous pouvez aussi couper 4 fois, 5 fois, 6 fois, autant de fois que vous voulez. Et ça, c'est la formule pour la pomme. Ça fait 2, 4, 8, et après, ça fait autre chose. Vous pouvez regarder. C'est très intéressant. Hein. Très intéressant comme problème. Alors, j'aimerais vous montrer encore un problème qui va maintenant vers ma direction de recherche. Ce qui est très différent, ce n'est plus vraiment de la géométrie. C'est un méchant chien qui veut attaquer un jogger. Alors là, vous avez le chien, il n'a pas très l'air méchant, mais il est méchant. Et là, vous avez un jogger. Et lui, il court le long de l'axe X, sans se poser des questions. Et le chien, il voit le jogger et il veut l'attaquer. Ça veut dire qu'il commence à courir dans la direction du jogger. Et le chien, il n'a pas beaucoup de cerveau. Il pourrait aussi juste lentement marcher là et après le bouffer quand il arrive. Mais ça, il ne sait pas. Il est à l'instinct de chasse, il va courir dans cette direction-là. Alors, il court dans la direction du jogger. Il court. Voilà. Il se déplace. Mais entre-temps, le jogger s'est déplacé aussi. Ça veut dire que le jogger, il est avancé. Alors, le chien doit corriger la trajectoire. Alors, il doit courir un peu plus vers le bas. Alors, il le fait. Mais entre-temps, le jogger, il avance. Ça veut dire que cette trajectoire du chien, elle est assez compliquée. Parce qu'il n'a pas de cerveau, il court juste en direction du jogger. Alors, quelle est cette trajectoire? Comment est-ce qu'on peut trouver cette trajectoire? C'est extrêmement simple. Là, c'est la position du coureur. C'est 2 coordonnées pour le coureur. Il peut courir comme il veut. Les 2 coordonnées du coureur. Là, c'est les coordonnées du chien, x, y. Et qu'est-ce que le chien fait? Sa nouvelle position, c'est l'ancienne position, plus un petit changement, delta t, c'est un instant très court, fois la vitesse qu'il atteint, en direction du jogger. Ça, c'est la différence entre la position du jogger et la position du chien. Et si je fais tourner ça, ça fait cette animation. Mais on peut les réécrire, ces formules. On peut mettre cette partie-là à gauche et diviser par delta t. Ça, c'est la même formule. Et cette formule à gauche-là a quelque chose qu'on reconnaît. C'est une différence divisée par une petite quantité. Ça, c'est une dérivée. C'est presque une dérivée. Si delta t devient petit, c'est une dérivée. Ça veut dire la vraie équation qui décrit ces trajectoires, c'est cette équation-là. Vous avez 2 dérivées qui doivent être égales à ça. Et les équations différentielles, moi, je sais résoudre. Là, c'est une partie de ma spécialité. Alors, je résous cette équation et je vous montre ce qui se passe. Et là, maintenant, il n'y a plus le chien qui court juste un petit peu dans une direction. C'est vraiment la solution continue. Le chien, il regarde tout le temps, il corrige tout le temps, il suit d'une manière continue. Alors là, vous voyez courir. Et il court, le jogger, il ne se doute de rien, et le chien court plus vite. Et hop, il l'a eu. Là, je prends un jogger un peu plus intelligent, qui prend peur et qui essaie d'échapper, mais le chien, il est... ouais.
Là, c'est un jogger qui court sur une trajectoire elliptique. Il se fait bouffer aussi, mais un chien intelligent, il aurait juste attendu ici. Il n'aurait pas fait tout ce tour. Et maintenant, je prends encore un chien vieux. Ça veut dire qu'il est encore méchant, mais il ne court plus aussi bien qu'avant. Alors, il essaye. Oh, il a presque, mais il n'était pas trop... Oh, il est trop long et il est con. Et il court, et le jogger court. Et ça court, et ça court. Et là, rien à faire, hein. Le jogger est en sécurité. Là, c'est le cœur du chien qui a lassé. Alors, vous voyez, cette trajectoire, elle est extrêmement compliquée. Vous n'auriez jamais une formule de sinus, cosinus exponentielle pour décrire ça. Mais la formule avec les dérivés, c'est ça l'essence. Et toute notre nature, elle est faite avec des équations qui lient des dérivés. Je vais vous montrer encore 2 exemples, comme ça. 2 exemples. Un premier exemple, c'est la température dans une salle. Moi, j'étais prof à Montréal avant d'aller à Genève, et ça, c'était notre séjour. Et à Montréal, il fait très, très froid, moins 20 en hiver. Et là, on avait une porte qui était connectée à un couloir qui était toujours chauffé. Là, il y a une porte vers une cuisine. Là, il y a une fenêtre très mal isolée. Alors, quand il fait moins 20 dehors, quand on n'a pas de chauffage, ça gèle à l'intérieur, les bouteilles gèlent. Il y a notre table, un bureau, il y avait le canapé. Et l'équation qui décrit la chaleur dans cette pièce est extrêmement simple. Elle est presque comme l'équation que je vous ai montrée pour le chien et le jogger. Pour la température U, je l'appelle U, à gauche, il y a aussi une dérivée par rapport à temps. Mais à droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dérivée par rapport à l'espace et il faut dériver 2 fois. Alors, si vous voulez connaître la température dans cette pièce, il faut résoudre une équation où la dérivée en temps, le changement de température, c'est égal à la deuxième dérivée en direction X de la température, plus la deuxième dérivée en direction Y, plus la deuxième dérivée en direction Z. C'est une équation qui est très simple, mais très difficile à résoudre. Mais moi, je sais la résoudre. Alors, je vous montre ce que ça donne. Si vous regardez dans notre séjour, si on a l'été, et en été, dehors, il fait 20 degrés, la porte, elle est à 20 degrés, tout le monde à l'intérieur est de 20 degrés. Ça, c'est la solution de cette équation, si on attend assez longtemps. Par contre, en hiver, quand on rentrait, si on avait éteint le chauffage qui est devant la fenêtre, ça gelait à l'intérieur. On est moins 0 ici. Par contre, la porte qui est chaude, elle est encore chaude. Et maintenant, je peux allumer le chauffage et vous allez voir comment ça chauffe, parce que le chauffage va mettre de la température ici. Alors ça, c'est ma discrétisation de ce problème. Et ça, c'est une méthode numérique. Ça, c'est froid. Et je chauffe. Et vous voyez, ça chauffe. Et là, vous voyez, c'est très intelligent pour les vieils immeubles où les fenêtres sont mal isolées, de mettre le chauffage devant parce que ça bloque et ça vous fait quand même une température assez équilibrée. Ça, c'est très différent pour les chauffages au sol que j'ai calculés les derniers mois pour les maisons qui sont bien isolées. Ce n'est pas le cas. Par contre, pour cet appartement, ça, c'était bien. Et en plus, j'ai fait faire ça à mes étudiants, ces calculs. Oui, derrière, il y avait une catastrophe, vous avez vu, non? J'ai fait faire ça à mes étudiants et j'ai dit en particulier, regardez où est votre chauffage. Alors, dans notre séjour, si le chauffage aurait été contre le mur, là, ça aurait été une catastrophe. Ça, c'est la pièce chauffée, très froid encore, gelé là, très chaud dans le coin, là, 40 degrés. Et tout ça se calcule avec cette équation ultra simple. La nature est faite comme ça. Le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est les équations de Maxwell. Et c'est les équations qui vous disent ce qui se passe avec votre cerveau quand vous téléphonez.
parce que ça chauffe votre cerveau. C'est des ondes électromagnétiques. Et c'est la même équation qu'on utilise pour chauffer un poulet dans le four micro-ondes. Sauf que c'est un peu moins puissant. Alors, comment ça fonctionne? Là, c'est mon four micro-ondes, un Whirlpool Talent Combi, qui malheureusement s'est cassé il y a 2 ans. Et j'ai mis un poulet dedans, j'ai mesuré. La source électromagnétique, elle est là, dans cette partie-là. Et je me suis dit, je vais calculer comment ça chauffe un poulet. Et ça chauffe comme ça, les ondes électromagnétiques se distribuent dans la cage du four micro-ondes, pénètrent dans le poulet et font que les molécules d'eau commencent à vibrer, et c'est ça ce qui chauffe. Et l'équation, elle est très compliquée, ça c'est une équation de Maxwell. Là, dans ces opérateurs, vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de dérivés, mais que des dérivés, partout il y a des dérivés. Et ça, c'est la solution. Là, c'est le champ électrique et le champ magnétique qu'on obtient dans le poulet. Et vous voyez, c'est pas bien du tout. Il y a des points où il y a beaucoup de champs électriques, ça veut dire que ça chauffe énormément. Il y a d'autres points où ça ne chauffe pas du tout. Le poulet est complètement détruit, là. C'est pour ça qu'il y a une plaque tournante, normalement, qui tourne comme ça, ces points se distribuent. Mais l'autre chose que vous voyez aussi, à l'intérieur du poulet, en fait, ça ne chauffe pas du tout. Il est beaucoup trop grand. La taille maximale que vous pouvez chauffer, c'est à peu près ça. Si vous chauffez plus grand, ça détruit la nourriture dans une couche de 3 cm. Ça devient sec, et une fois que c'est sec, ça rentre plus à l'intérieur. Ça, c'est le dernier exemple que j'ai, et j'espère que je vais montrer à quoi me servent les maths pour comprendre le monde.